tu m'avais dit, ce qui rendait les chaussettes chères, c'était le fil écossais, c'était la matière première, on va dire. C'est la matière première principalement, bien sûr. Parce que les chaussettes, c'est que de la matière. C'est que D'accord. du tissu Ouais. qu'on porte. Donc si c'est pas une question de design, Mhm. les marques, est-ce que tu peux me citer les marques de chaussettes? Artengo. On va couper ça là. Bonsoir tout le monde. Alors, nous revoici pour un nouvel épisode de Ça reste entre nous. Alors, ce soir, je suis en compagnie d'un expert. D'un expert en... Alors, tu es en fait, je vais te laisser te présenter. Déjà, ce que tu fais comme métier, c'est assez, on va dire, pointu et intéressant. Et alors, Monsieur Harraki, tu es médecin. Oui, médecin en cours de spécialisation en anesthésie et réanimation. Très bien, très bien. Et tu as fait tes études principalement au Maroc ou à l'étranger? Oui, j'ai fait 7 années au Maroc. J'ai fait quelques stages à l'étranger. D'accord. Mais la plus grosse partie, c'était au Maroc. À Rabat? Ouais, Rabat. À Rabat, très bien. Alors, tu sais qu'on va la garder, nous on garde tout. Oui, bien sûr. Donc, Je garde tout. je garde tout. Ça montrera les contraintes du Ça métier. montrera les contraintes du live. Donc, alors, un sujet qui honnêtement, qui m'a beaucoup passionné il y a quelques temps, je m'y suis intéressé assez récemment, c'est le sujet des montres, et notamment des montres de luxe. Alors moi, je travaille pour une société française, et j'ai des clients donc français, et j'avais une cliente qui était sur le point de passer une interview pour accéder à une boîte qui fait des montres, donc Tag Heuer, c'est ça, je le prononce? C'est Tag Heuer, oui. Tag Heuer, ok. Et donc, à un certain moment, comme je la préparais pour ces interviews, donc je passais beaucoup de temps à regarder un peu ce qui se passait dans les montres, etc. Alors, il y a énormément de choses. Première des choses qui m'a beaucoup surprise, c'est les montres les plus vendues sont des montres connectées. C'est la Apple Watch. Oui, tu fais bien de parler de ton ami, parce que Tag Heuer se lance aussi dans les montres connectées. Exactement. Depuis maintenant 3 ans, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, et justement, elle m'avait demandé, parce que je travaillais pour Apple, elle m'avait demandé de l'aider à faire la connexion entre la Apple Watch, qui est la montre la plus vendue au monde, et donc les autres montres qui essayent de se lancer dans ce secteur des montres connectées. Alors, première question, qu'est-ce que tu penses des montres connectées en général? Est-ce que tu es plutôt favorable ou pas trop? Oui, bien sûr. Je pense que tout produit qui existe a sa clientèle. Et surtout les montres connectées, c'est des montres qui permettent de faire le lien avec son portable sans nécessairement avoir besoin de sortir, etc. Ça a aussi une vertu pour la santé, parce qu'il y a des montres qui font des ECG, qui surveillent un peu votre rythme cardiaque, etc. Donc pourquoi pas, hein. Et en plus, c'est plus précis qu'une montre automatique traditionnelle. D'accord. Mais est-ce que... Alors, parle un tout petit peu plus fort si tu veux bien. Oui. Alors, est-ce que tu penses que... Pour toi, est-ce qu'une montre de luxe doit rentrer dans ce... Est-ce que les montres de luxe, alors celles qu'on connaît le mieux, Rolex, est-ce que par exemple Rolex va faire des montres connectées un jour? Non, parce que Rolex, c'est un héritage pour moi. C'est une montre qui est surtout connue pour la fabrication pointue, pour ses capacités d'aller un peu partout dans l'eau, c'est-à-dire que c'est les montres les plus étanches qui existent. La première montre qui a fait traverser de la Manche, c'était une Rolex. D'ailleurs, c'était le principal argument de vente jusqu'aux années 50. La première montre de plongée, entre guillemets, même si c'est un peu discutable avec la Blancpain 50 Fathoms, mais nécessairement c'est une Rolex Submariner. On a aussi la Rolex Explorer qui va vers le mont, qui a déjà fait le mont Everest. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est des montres de l'extrême, quoi. C'est des montres où on leur fait... Mais l'individu lambda ne va pas aller à 100 mètres sous l'eau, ne va pas monter l'Everest, donc ça reste un prestige, quoi. Bien sûr. Et c'est des montres qui sont faites, qui ont cette clientèle-là, qui n'ont pas besoin d'aller vers de la montre connectée pour percer. Par exemple, à titre d'exemple, je peux vous dire qu'aujourd'hui, que Rolex, c'est la plus grosse marque de montres au monde. D'accord. C'est la marque qui fait le plus de chiffres. Et c'est la marque qui fait le plus d'argent au monde. Ok. Et c'est une marque qui est indépendante. Enfin, c'est une marque qui appartient à une fondation
et qui est indépendant d'un groupe, contrairement à la plupart des autres marques de l'industrie horlogère, mis à part Audemars Piguet, Patek Philippe, etc. Moi, je parle de l'industrie du luxe. Ouais. La plupart font partie de groupes Tag Heuer, par exemple, ça fait partie du groupe LVMH. D'accord. Alors justement, quels sont les grands groupes, les grands monopoles de montres? Qu'est-ce qu'on a comme grands groupes? Donc en fait, pour comprendre comment se sont formés ces grands groupes, on va nécessairement s'intéresser à l'histoire des montres, à l'histoire des grandes marques. Il faut comprendre que jusqu'aux années 60-70, les seules montres qui donnaient l'heure étaient des montres automatiques nécessairement, ou mécaniques à remontage manuel. C'est-à-dire que c'est des montres qui n'ont jamais fait appel à l'électronique pour marcher. D'accord. Début des années 70, donc les Japonais ont commencé à développer des mouvements à quartz. Okay. Donc c'est des mouvements qui utilisent une pile pour marcher. Donc c'est des mouvements, c'est des montres qui sont beaucoup plus précises que les montres automatiques. Donc les gens, et qui sont moins chères à fabriquer. Donc les gens ont eu un engouement vers ces montres-là, notamment vers les Casio, les Seiko, etc. Ça a provoqué une crise horlogère durant les années 70 jusqu'à la fin des années 80. Et la plupart des marques qu'on connaît aujourd'hui ont failli disparaître. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait faire soit cette vague de quartz. C'était soit faire du quartz, soit disparaître. D'accord. Rolex a fait du quartz. Cartier continue de faire du quartz. Les seules marques qui n'ont jamais fait de quartz allaient disparaître. Je cite à titre d'exemple Blancpain. D'accord. C'est une marque qui a été rachetée à la fin des années 70, je pense en 78, par Jean-Claude Biver. Qui est patron de Tag Heuer aujourd'hui. Okay. Elle a été rachetée à 18 000 francs. Il a acheté que le nom, il était en pleine faillite. Et il l'a fait renaître de ses cendres, mais en faisant que des montres automatiques et remontage mécanique. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que faire du quartz pour ce grande marque, c'est un peu vendre son âme au diable? C'est un peu céder à une pression? Ils auraient dû rester... Est-ce qu'il y a plus de prestige à avoir une montre mécanique qu'à avoir une montre de quartz pour toi? Parce que le monde, c'est surtout sa complexité. Tout à fait. Quand on pense aux grandes complications chez Patek Philippe, pourquoi une grande sonnerie, ça coûte 400 000 euros? Parce que c'est une grande sonnerie, que ça demande 1 an de travail, que tout est fait à la main, qu'il y a un tourbillon dedans, que je ne sais pas. La montre la plus chère au monde, la plus chère au monde, mais qui est faite de série, c'est une Patek Philippe. D'accord. C'est une montre qui regroupe toutes les complications qui existent. D'accord. Donc on a un triple tourbillon, on a un quantième perpétuel, on a 2 sonneries sur la même montre. C'est une montre qui demande à être fabriquée par un seul horloger sur 2 ou 3 ans. D'accord. Alors ce que j'avais compris, ce que j'ai découvert en fait, c'est que quand tu parles de complications, donc une complication, ça peut être par exemple un chrono, une sonnerie, ainsi. Donc plus elle a de complications, plus elle est chère. Oui. Mais exactement. Le mot complication, est-ce que c'est pas compliqué à réparer aussi? Donc plus c'est cher à réparer. Oui, clairement, bien sûr. Donc pourquoi est-ce que les gens vont chercher des complications? Parce que c'est les gens qui sont passionnés d'horlogerie. Ouais. En fait, c'est ça. Quand on est clientèle de montre à quartz, c'est qu'on s'en fout un peu de l'horlogerie. On veut juste avoir l'heure et on veut payer le moins possible. Oui. Quand on est clientèle de la grande horlogerie, finalement, on ne cherche pas à avoir l'heure. On cherche l'art. On cherche à avoir l'art. On cherche à avoir le bel objet à notre poignet. Voilà. Ok. Pouvoir l'admirer tous les jours et en profiter. Alors, est-ce que on avait parlé tout à l'heure, j'avais vu un petit documentaire rapidement et j'avais vu que Casio était considéré par quelqu'un, je retrouverai le lien, je vous le mettrai sur la description, était considéré, alors je ne sais pas s'il était sarcastique ou il était un peu dans la blagounette ou s'il était sérieux, mais pour lui, Casio, c'est le top du top. Enfin, pas le top du top au niveau luxe, mais il a dit littéralement, tout le monde doit avoir une Casio. C'est un classique que tout le monde doit avoir. Sûrement, parce que c'est des montres qui sont très bien finies, hyper précises parce que c'est du quartz. Forcément. Et qui sont à petit prix, donc oui, tout le monde devrait en avoir, pourquoi pas. Alors, tu te souviens, comme moi, qu'il y avait des Casio à l'époque, il y a quelques années déjà, la Casio qu'on achetait littéralement chez l'épicier. Oui. Et elle est redevenue... J'en ai eu 3. Tout le monde en a eu, je pense. Elle coûtait, je pense, à l'époque 50 dirhams. Et maintenant, alors, elle est un peu plus élégante, en doré, avec le petit poignet, le bracelet en métal, etc. Mais c'est redevenu une montre classique maintenant. Donc, le prix a augmenté.
Alors, qu'est-ce qui justifie pour toi le prix d'une montre, à part les complications? Est-ce que c'est aussi un peu comme une œuvre d'art où c'est l'offre et la demande, un peu de la cote, etc. Ben, il y a déjà l'histoire derrière la marque, Mhm. les matériaux qui sont utilisés, les complications. Est-ce que c'est un mouvement mécanique ou manuel? Mhm. Est-ce que c'est un mouvement qui est fait en série ou pas? D'accord. Et bien sûr, en fait, c'est un ensemble de choses. Ouais. Mais par exemple, chez Casio, ce qui définit le prix, c'est surtout le prix de la fabrication, Ouais. plus leur marge et plus le transport. Le marketing etc., qui va avec, le marketing etc., qui va derrière. etc. Parce que Casio, c'est une marque qui fait beaucoup de marketing derrière. Oui, oui. Euh, Qui a bien je- marché avec les G-Shock. Voilà. Ça a fait fureur. Ouais, les ouais, G-Shock. ils ont fait des collaborations avec de grands artistes. Je Mm. pense à John Mayer, je pense à, comment il s'appelle, Gorillaz. Bon, Ouais. un certain nombre d'artistes qui ont permis de faire des éditions limitées, de vendre des G-Shock à 500, 600, 700 euros. C'est bien. Pour toi, G-Shock, c'est une montre à avoir ou pas? Pas pour moi, parce que en fait, il y a plusieurs profils. Mm. Il y a le profil de la hype. Mhm. La hype, c'est tous ceux qui cherchent les Rolex les plus recherchés, les plus Ouais, durs la à pièce avoir, rare. la Mm. pièce rare qui ne se vend pas. La pièce qui coûte 9 000 euros chez l'horloger et qui coûte 20 000 euros en seconde main. Mhm. Ils vont aller rechercher donc des éditions limitées, etc. Moi, je ne suis pas très client de ce genre de montre. Moi, je suis plus vers les classiques. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles une montre classique? Qu'est-ce que tu as comme en vision? Qu'est-ce que tu as en tête quand tu parles de classique? Moi, j'adore une marque Mhm. qui constitue pour moi le summum de l'art horloger, c'est Patek Philippe. Ok. Je la mettrai avec Breguet, avec Blancpain Mm. au sommet. Mm. Et bien sûr, Vacheron Constantin, Audemars Piguet. Bon, c'est un certain Ok. nombre de montres. C'est la montre compliquée, Mm. simple, mais connaissable. C'est-à-dire D'accord. une grande sonnerie avec tourbillon, rien sur le cadran. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par tourbillon? Je suis sûr que je suis pas Alors, le seul à- tourbillon, c'est une complication. En fait, une montre, comment ça marche? Une montre, ça doit être remonté D'accord. pour marcher. Mhm. Comment on la remonte? C'est soit manuellement, Mhm. on remonte un ressort qui est axial. Mhm. C'est pas un ressort qu'on tire comme ça et qui D'accord. va truc. Mhm. Donc c'est axial, ça tourne comme ça. Ok. C'est ce qui permet le mouvement continu. Ok. Donc soit il est remonté à la main au niveau de la couronne, Mhm. soit il est remonté avec les mouvements de la main. Ça, c'est les montres automatiques. Les mouvements de la main, c'est-à-dire c'est-à-dire en l'apportant. C'est-à-dire quoi. qu'il y a une masse oscillante Mhm. qui se trouve sur le fond du boîtier. Mhm. Une fois qu'on bouge notre main comme ça, elle va aller en bas. Ok. Quand En on la haut, bouge en comme bas, ça, en elle va haut, aller de en l'autre bas. côté. Ok. Voilà. Et Ok. avec ces mouvements-là, ça va permettre de remonter le ressort et de faire fonctionner donc la montre. D'accord. Donc avec le ressort, Mm. il permet pas une précision énorme. D'accord. Et un horloger qui est très connu et que j'admire beaucoup, Mhm. qui est décédé depuis maintenant 270 ans, pardon, D'accord. et Donc, qui s'appelle Abraham Louis Breguet, comme tout à Breguet, l'heure, le nom de la oui. marque. Mhm. Il a inventé le tourbillon pour essayer de corriger cette erreur-là, enfin cette imprécision, Mhm. en créant un ressort qui tourne autour de son axe. Parce D'accord. que le ressort, il est attiré par la Terre, Oui. d'accord? Mhm. Donc il ne va pas être complètement précis. Et lui, il a fait un ressort qui tourne en même temps sur son axe. Autour C'est de pour lui-même. ça qu'on Ok. appelle ça tourbillon, D'accord. avec un ressort au milieu Ok. et ça tourne. comme ça. Ok, ok. Donc, les montres qui ne sont pas à quartz perdent un peu. Ils sont pas précis. Quand tu dis ils sont pas précis, c'est-à-dire on parle de combien de. C'est quoi la marge? 10 secondes par jour. 10 secondes par jour? 5-10 secondes C'est par énorme jour. quand même. Enfin, c'est plus ou moins 5-10 Oui. en fonction du C'est-à-dire, mouvement. Par exemple, chez Rolex, on va être à 1-2 secondes. Est-ce que plus c'est précis, plus c'est prestigieux, ou est-ce qu'ils Bien cherchent sûr. la précision, Bah, ou est-ce que c'est pas important, c'est par admis exemple, que voilà, elle est pas quartz, donc elle va pas être précise. Oui, oui, c'est admis, bien sûr. Mhm. Bien sûr. Mais c'est clair qu'une quartz sera plus précise qu'une Oui, tourbillon. oui, ben, Une quartz forcément. va coûter autour de 200 euros, 300 euros. Une tourbillon va coûter, pour la moins chère, je crois, 35-40 000 euros chez Taguillère. D'accord. Ok. Et donc la montre qui te. Alors je sais que tu collectionnes pas. Je sais pas si tu collectionnes vraiment des montres, mais en tout cas tu en as quelques-unes qui te tiennent à cœur. Oui, oui. Oui. Et est-ce que alors tu offres aussi pas ce service, mais si quelqu'un veut des montres, donc j'avais entendu parler que tu pouvais les aider à les trouver, tu pouvais même leur fournir ces montres. Est-ce que quelle est pour toi la demande que t'ont fait des gens, mais que tu trouves pas top? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'on te dit, essaye de me trouver cette Rolex, moi je l'adore, et tu leur dis, celle-ci elle est beaucoup moins chère, elle est beaucoup plus prestigieuse, elle est beaucoup plus...
Ils ont pas. C'est au goût de chacun. Ouais, c'est au goût de chacun On va couper et- cette question, elle était nulle. On va la garder. Non, c'est au goût de chacun. Et moi, j'ai mes préférences, mais je ne juge pas du tout. D'accord. Par exemple, moi, une marque comme Hublot, j'en ai eu une. Mhm. J'achèterai plus jamais. D'accord. Et si on venait à me demander, ouais, peut-être que je conseillerais d'aller vers autre chose. Mais s'ils veulent Hublot. Pourquoi y a pas de Hublot? Qu'est-ce problème. qui est particulier? C'est un emboîteur, Hublot. Hublot, c'est pas des fabricants de mouvements. Mhm. Ils ont créé un mouvement, mais qui coûte, quand on achète sur une pièce, ça coûte plus de 25 000 euros. Mhm. Ça vaut pas le prix. Et sinon, tout ce qui est à moins de 20 000 euros, c'est des montres où le mouvement vient d'une autre, où le mouvement est fait en série Mhm. chez un fabricant de mouvements qui coûte 700 euros le mouvement. D'accord. Donc vous achetez une pièce en titane à, je sais pas moi, 6 000 7 000 euros, Mhm. mais en vrai, elle vaut que dans les 1 500 2 000 euros maximum. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la montre que tu as sur le poignet? Alors, la montre que j'ai au poignet, c'est une Rolex Mhm. GMT Master 2, donc 126 710 BL Hero pour bleu et rouge, plus connu sous le nom de Pepsi. D'accord. C'est une montre qui participe à la hype, D'accord. mais c'est surtout pour moi une montre qui me tient beaucoup à cœur parce que en même temps, j'en ai une autre, c'est la D'accord. Batman. Mhm. C'est le même modèle, Mhm. juste j'ai un bracelet qui est un peu différent et ici c'est en bleu et en noir. C'est pour ça qu'on D'accord. appelle ça la Batman. La Batman. Oui. Ok. Et j'adore ce modèle depuis que je suis petit. D'accord. Je le voyais tout le temps au poignet des pilotes. Des pilotes, ouais, exactement. Et ça, c'est Ouais. le modèle plus emblématique, celui qui a été créé pour la Paname. C'est deux D'accord. coloris, c'est pour ça que c'est bleu et rouge. D'accord. Ça a été créé pour les pilotes de la Pan American Airways Ok. en 1954. Hmm. Et ça reprend le boîtier de la Submariner initialement. D'accord. Parce que c'est des montres qui ont été créées à 1 an d'intervalle. Mhm. La Submariner a pris des années à développer. Et quand la Paname a demandé à Rolex de lui créer des montres avec la complication GMT, donc là j'ai 2 fuseaux horaires dessus, ils n'avaient pas le temps de développer, donc ils sont partis sur le boîtier de la Submariner et ils ont D'accord. rajouté la Ils complication ont rajouté la GMT. Ouais. complication qu'on a demandé. Ok. Alors, pour moi, est-ce que j'ai tort ou j'ai raison de penser que en achetant une Rolex, on peut jamais vraiment se tromper? Rolex, ça reste la valeur sûre un peu dans les montres. Quelqu'un Bien qui s'y sûr. connaît pas trop, s'il achète une Rolex, il pourra jamais vraiment se faire. On pourra jamais lui dire tu aurais pas dû acheter Hublot par exemple. Mais la Rolex, on pourra jamais lui dire tu aurais pas On dû pourra acheter. jamais lui dire, mais s'il achète une Rolex toute remplie de diamants, oui. Oui, alors après c'est vrai que ça c'est aussi intéressant parce que Mais- beaucoup de montres ont commencé à mettre des diamants, donc ils sont rentrés un peu dans la joie. Ouais, Alors tu qu'est-ce sais- que tu penses de ce phénomène? Je crois que tu vises Chopard, Cartier, etc. Oui, alors c'est vrai Bah, qu'ils font plus des bijoux que des montres maintenant. Je dirais que dans ce monde-là, ça peut se faire au cas par cas. Hmm. Donc moi j'ai 2 marques en tête qui sont pour moi de vrais horlogers tout en étant de vrais joailliers. Mhm. Je pense à Piaget et je pense à Cartier. Piaget est connu depuis ses débuts par le fait qu'il soit très très pointu sur les montres, surtout sur les montres plates. Je pense au modèle Altiplano qui est très 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 beau. Ok, C'était pendant longtemps la montre la plus fine au monde. d'accord. C'est toujours la montre mécanique la plus fine au monde. Hmm. L'automatique, c'est parti chez Bulgari. D'accord. Donc je vais chez Encore Bulgari. une fois. Bulgari, mon avis, c'est que ils viennent de se mettre à faire des montres, mais ils fabriquent eux-mêmes leurs mouvements. Et ils ont racheté la marque Genta, Gérald Genta. Et Gérald Genta, c'est celui qui a créé les modèles les plus emblématiques qui sont aujourd'hui vendus dans les 4 coins du monde hyper chers. Ok. Donc oui, Ouais, il y a une histoire derrière. Et pour Cartier, je Ouais. pense que c'est évident. Ils font des montres depuis 120 ans maintenant. Hmm. Ils ont commencé par les montres à gousset quand il n'y avait pas encore Ouais. des montres qui se portaient au poignet. Ils ont créé la première montre à bracelet pour âme Hmm. pour l'aviateur Santos Dumont. Mhm. C'est la Santos. Et Ok. ça, c'était en 1907. Hmm. Et depuis, les hommes portent leur montre au Ouais. poignet. Tu m'avais dit qu'au départ, les montres au poignet, c'était surtout pour les femmes. C'était comme un bijou. principalement pour les femmes, Hmm. oui. Je D'accord. pense à la Breguet Princesse de Naples, je pense aux montres qui étaient créées par Chaumet, etc. C'était des D'accord. montres pour D'accord. femmes. Alors, bizarrement, j'ai appris aussi ce fait qui est un peu assez intéressant, c'est que la plupart des gens qui achètent des montres sont des hommes. Je dirais la plupart des gens qui sont passionnés de montres sont des hommes.
Les femmes achètent plus que les hommes. Alors moi, c'est pas ce que j'avais vu, parce que les hommes, en fait, c'est quelque part leur seul accessoire, leur seul bijou qu'ils peuvent vraiment mettre. On n'a pas trop de colliers, enfin, alors ça existe, mais en général, on va surtout acheter des montres avec les costumes, etc. Une montre sport, une montre... Alors que les femmes, elles ont plein d'accessoires. Voilà. C'est le seul bijou qui est accepté chez l'homme, oui. Et oui, c'est le seul bijou. Il y a aussi le côté mécanique de la chose qui rend l'attrait pour la montre. C'est un peu macho de dire ça, mais c'est la vérité. Les femmes achètent la montre pour le bijou qu'elle est. Les hommes qui sont passionnés achètent plus bien sûr pour le côté bijoux, esthétique, etc. Mais ceux qui sont vraiment passionnés, c'est surtout la mécanique. D'accord. Alors, je sais que la question, elle est facile à poser, mais elle est un peu plus difficile à répondre, surtout que tu n'as pas eu le temps de préparer. Mais si tu devais me donner le classement de tes 5 marques préférées. Vacheron Constantin qui est qui est très peu coté pour le moment. Enfin, pas très peu coté. Les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais c'est une montre c'est une marque dont on va encore entendre parler longtemps. D'accord. Ouais. Ok. 4. Blancpain. Pourquoi? Je suis que sur du classique. Sur du haut de gamme Blancpain aussi. Parce qu'ils n'ont jamais fait de montre à quartz. D'accord. Donc ils n'ont pas cédé au diable. Depuis 1785. Numéro 3, tu mettrais qui? Je mettrais peut-être Breguet. Ok. Breguet parce que c'est des montres sublimes avec des finitions magnifiques et qui sont toujours accessibles entre guillemets. Numéro 2, tu mettrais quoi? Rolex. Ouais. Donc quand même, elle est en haut de ta liste. Bien sûr. Mais Patek Philippe pour moi c'est le rêve parce que je ne sais pas si un jour j'aurai les moyens d'en acheter une. Rolex. Si ce podcast marche bien, on peut. Si on atteint 2 millions de vues. Rolex, pour moi, c'est la meilleure marque en termes de rapport qualité-prix. Ok. Numéro 1, tu mettrais qui? Patek Philippe. Et donc, la marque que personnellement, toi, tu déconseillerais, c'est la Hublot. Donc. Oui, Hublot, principalement. Mauvaise expérience personnelle ou tu penses que non, personne pas du ne devrait... tout. C'est pas une question de mauvaise expérience personnelle. Moi, je l'ai acheté parce que je la trouvais très belle. Je ne m'y connaissais pas beaucoup en horlogerie. C'est des montres qui sont vraiment très belles, c'est-à-dire au porté et tout, c'est sublime. Mais il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a pas d'émotion. C'est comme acheter une Audi. Ouais. J'ai une Audi. Oui, c'est ce que j'ai une Audi. C'est des voitures qui sont peut-être trop parfaites. Okay. Elles sont juste belles, mais il n'y a pas le charme. Il n'y a pas le petit plus. Il n'y a pas le petit plus. Ok, bah écoute, parfait. Alors, tu m'avais aussi... Alors, avant de passer à autre chose, on va parler... d'une montre que je porte. Ouais, ok. Bien sûr. Alors, je vais te laisser la juger et me faire, me la décrire et lui donner une note sur 10, on va dire. Alors. Déjà, ça serait bien si elle marchait. Elle marche très bien, regarde. C'est une Burberry. Oui. C'est ce qu'on appelle les montres fashion. Ok. J'en ai eu beaucoup dans ma vie. Quand j'étais adolescent. D'accord. Alors, je dirais que... en fait, c'est des montres qui ne sont pas fabriquées, par exemple, par Burberry. D'accord. C'est des montres qui appartiennent... dont la licence est achetée par des fabricants, qui font aussi du Guess, qui font aussi du Cerruti 1881, qui font un peu de tout, mais sous différents noms. Armani, Boss. Okay. Tout ça, c'est des montres qui sont fabriquées en Suisse. Dont le mouvement peut provenir de Suisse, mais dont une partie des composants viennent de Chine. D'accord. Et qui participent bien sûr à l'engouement envers les montres, tu sais, parce que on va revenir à l'histoire de l'horlogerie. Quand il y a eu la grosse crise, qui a sauvé l'horlogerie suisse, c'est principalement Swatch. Oui. Parce que Swatch a permis de démocratiser les montres. C'est vrai. Les montres à quartz. Ça a créé un engouement parce qu'ils ont créé plusieurs designs différents. Les gens commençaient à acheter pour le design. Et petit à petit, ils ont commencé à acheter les grandes marques, dont Breguet, dont Blancpain, dont Harry Winston. Ça, c'est le top. Tout ça se trouve au summum de la pyramide horlogère. Okay. Et ils ont aussi acheté Omega. C'est-à-dire qu'ils ont formé aujourd'hui ce qui est le plus gros groupe horloger au monde. Ouais. Non, c'est vrai que les Swatch, nous, on a connu ça quand on était beaucoup plus jeunes, et c'est vrai que ça faisait fureur. On les achetait, mais ça tenait pas longtemps. Une Swatch, tu la gardais pas à vie.
Ouais, moi j'en ai eu une toutes les années. J'avais une Voilà. tante qui m'offrait une flic-flac toutes les années, Exactement. de mes 6 ans à mes 12 ans. Exactement. Après, Bon, je suis passé à Casio pendant 2 ou 3 ans. Après, j'ai eu des montres, j'ai eu une Cerruti, et puis encore une Cerruti. Et quand j'ai eu mon bac, quand j'étais en première année de médecine, mon père m'a acheté une Rolex. C'est là où j'ai eu c'est là où tu as le commencé à déclic. rentrer dans le. Ok, Exactement. ok. Super, cool. Tu donnerais combien, tu paierais combien pour une montre comme ça? Tu penses elle vaut combien sur le 300 marché? euros. C'est exactement combien je l'ai acheté. Ouais. $300. Pas mal, monsieur, pas mal. Bon, alors maintenant le sujet qui est aussi intéressant et je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde. Et c'est un sujet aussi où je vais beaucoup apprendre. Alors, c'est les lunettes. Alors, on va pas parler de lunettes, on va encore parler du haut de gamme. Donc, encore une fois, il n'y a vraiment pas... c'est pas un choix discriminant de parler de haut de gamme et de dire que le reste c'est nul. Moi, je trouve que si quelqu'un porte des lunettes, tant mieux pour lui. Moi, j'aime bien porter des lunettes, j'en porte toujours. Et c'est beaucoup plus agréable de porter des lunettes que de garder les yeux un peu comme ça. Et apparemment, ça fait des rides, etc. Donc voilà. Et alors, les lunettes, quels sont les... J'ai entendu parler comme quoi il y avait un petit monopole, une petite mafia des lunettes. Il y avait une seule marque qui détenait toutes les marques. Même les marques les plus... On se disait non, 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 celle-là, elle est indépendante et tout. En fait, elles sont toutes chapeautées par une seule marque. Bon, on revient au monde des montres. Hein. Tu sais, quand tu dis un monopole, je pourrais te citer par exemple le groupe Swatch, qui a la plupart des licences des montres de fashion, si tu veux, Ouais. et qui fabrique elle-même les montres pour les revendre à 200-300 euros. C'est la même chose sur les lunettes. D'accord. Ils ont acheté les licences chez Gucci, chez Givenchy, etc. Ils ont acheté les licences, ils fabriquent. Je parle du groupe Luxottica. Et ils fabriquent et ils vendent à des prix qui sont à peu près les mêmes. Hein. Ils essaient de mettre des gammes. Donc on a en bas de l'échelle, ce qui est pour moi la meilleure marque de tout ce groupe, c'est Ray-Ban. D'accord. Et après, on a du Dior, etc. Tout ça, c'est fabriqué par Luxottica. C'est pas fabriqué par des. C'est pas fabriqué par les marques elles-mêmes. Elles-mêmes. Donc non, c'est pas discriminant de parler du luxe parce que ce qui se fait à la main, ce qui est fait pour la passion, est généralement fait à la main et il est généralement cher. Oui. Je pense, pour moi, c'est la définition du luxe. Oui, tout à fait. Avoir un produit qui est de qualité, qui répond aux standards de bonne pratique, de fabrication à la main, etc. C'est déjà un produit de luxe. Oui. Après, c'est comme une œuvre d'art. Tu ne peux pas avoir une usine qui te fabrique des œuvres d'art. Voilà. Tu es obligé d'avoir des artisans spécialisés qui te fabriquent. Quand vous avez des lunettes qui sont en édition limitée à 300 pièces, etc., c'est normal qu'elles soient chères. Ouais. Qu'elles soient chères. Ok. Donc, on a parlé Ray-Ban. Est-ce que Ray-Ban, c'est un peu comme, dans ma tête à moi en tout cas, c'est un peu comme les Rolex. Si tu achètes des Ray-Ban, c'est une valeur sûre. En termes d'image de marque, oui. En termes de qualité, est-ce que c'est de la bonne lunette, les Ray-Ban? C'est de la bonne lunette, oui. Quand on a de bons verres, dans tous les cas, c'est de la bonne lunette. Ouais. Mais est-ce que c'est hyper bien fini? Non. D'accord. Non, pas du tout. Les Nike sont pas hyper bien finis, mais en termes d'image de marque, c'est incroyable. Ils arrivent à te vendre des baskets à 400 euros qui valent 17-20 euros à fabriquer. Donc, c'est normal. Alors, quels sont alors, donne-nous un petit aperçu des grandes marques que tu trouves vraiment de bonne qualité. Je commencerai par les marques japonaises. Je pense à Gita, je pense à Matsuda, je pense à Makita, Masunaga. On a une marque américaine mais qui fabrique au Japon, c'est Thom Browne. On a une autre marque américaine qui fait ses designs aux États-Unis qui fabrique au Japon, c'est Jacquemart Image. D'accord. On en a une infinité. Il y a aussi des fabricants français, mais qui font dans le très 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 haut de gamme. C'est des lunettes à 12-13 000 euros qui sont complètement en écaille. D'accord. Ça, c'est vraiment très très cher. Ouais. Je pense qu'il y avait une présentatrice sur France 2 qui portait des lunettes en écaille, c'est ça? Oui, je ne me rappelle plus de son nom. Ouais. Mais c'est celle qui faisait la matinale sur... Elle était chez Ruquier aussi. Oui, aussi. Aussi. Bon, on retrouvera son nom. Et alors, qu'est-ce qui fait le prix
d'une paire de lunettes. Alors, si c'est pas le verre, moi j'avais l'impression que c'était le verre qui était le plus important. Tu m'as dit que la monture était justement super importante. Bah, c'est le verre quand tu es chez ton opticien. Quand Parce que tu peux acheter une monture le verre. Tu peux acheter ta paire de lunettes à 2000 dirhams et te taper des verres à 8000 balles parce que c'est des verres progressifs, etc. Que l'ophtalmo t'a écrit. Voilà, il t'a écrit ça. Mais sinon, sur une monture, on parle plus de verre déjà. C'est surtout la matière, les détails qui sont dessus. Est-ce que c'est fait à la main, etc. J'aurais dû te ramener une paire de lunettes. Est-ce que les petits trucs sont faits à la main? Est-ce que c'est en édition limitée ou pas? Parce que ça coûte plus cher de fabriquer en petite quantité. Oui. L'édition limitée, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt pour toi? Non, le seul intérêt dans l'édition limitée, c'est c'est toujours de se sentir la exclusif. Voilà, tout à fait. C'est toujours là. Toujours. Mais alors, quels sont les matériaux qu'on utilise pour les montures? Quels sont les matériaux de luxe qu'on utilise pour les montures? Principalement du titane, D'accord. parfois de l'or. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? On a l'acétate. L'acétate, c'est du plastique. Mais en édition limitée. Non, mais il y a différentes qualités de plastique. D'accord. Ok. Donc c'est du PVC un peu spécial, etc. Voilà. Ok. Très bien. Bon, et donc toi, par exemple, tu portes quoi comme lunettes en ce moment? Actuellement, j'ai des Jacquemart Image. D'accord. Des Ringo. D'accord. C'est ce que je porte tous les jours, mais j'ai plusieurs autres paires. Tu as plusieurs autres paires. Et en général, une paire, ça te dure combien de temps? Ça doit durer combien de temps, une paire de lunettes? Pourquoi pas à vie? Alors techniquement, c'est difficile parce qu'une paire de lunettes, ça vit, ça se raye, ça va à la donc plage, en général, ça se fatigue. Voilà. Alors une paire de lunettes, surtout, moi on m'avait dit un jour, attention, il ne faut pas trop les laisser au soleil. J'ai envie de dire, c'est des lunettes de soleil, je ne dois pas trop les laisser au soleil. C'est pour le traitement UV, principalement, pour qu'ils ne soient pas abîmés. Comme ça protège toujours. Mais sinon, si tu laisses ça au soleil, ça va. Bien sûr, ça va. Si tu laisses ça aussi au soleil, ça va. Et alors, j'avais une question qui m'échappe. Tu as une question pour moi? Parce que je m'y connais aussi un peu. Non, je suis. Moi, tu sais, j'ai acheté des lunettes pour être dans la transparence. J'ai acheté des Montblanc. Et tu m'avais dit que les Montblanc, c'était pas ouf. Non, pas du tout. Non, tu m'avais dit qu'ils n'étaient pas spécialistes dans les lunettes, en tout cas. Pas spécialement. C'est vrai qu'on les connaît plutôt pour les stylos. Voilà, les stylos. Tu me dis un Montblanc Masterstroke. Je sais pas moi, des éditions limitées, des trucs. Mais pour les lunettes, c'est très bien. C'est comme des lunettes Cartier, c'est comme des lunettes Fred. C'est des lunettes qui sont faites par une grande marque. D'accord. Qui se lance dans les lunettes, mais qui n'est pas spécialisée dans les lunettes. Ils ont pas une histoire Montblanc, ils font des lunettes depuis, je sais pas moi, 15 ans, un truc comme ça. C'est comme des lunettes Berluti. Berluti, c'est connu pour les chaussures, mais pas pour les lunettes. Ils veulent se lancer dans les lunettes. Écoute, la transition est top. Tu as une transition de ouf. Transition de ouf. Alors, parlons chaussures. Dis-moi. J'ai à peu près la même question. Donc, à partir de... C'est quoi les marques? Alors, on va parler chaussures, bien sûr, pour qu'on soit clair. On ne va pas parler Stan Smith, etc., etc. On va parler chaussures habillées pour les costumes, voilà. Donc, des chaussures... On va parler vraies chaussures. On va parler vraies chaussures. On ne va pas parler Yeezys ou là, je ne sais pas comment ils les appellent. Elles coûtent cher, hein, elles coûtent très cher. Et on dirait des pantoufles. Oui, c'est hyper elles ont fait fureur. Je ne sais pas. Alors, moi, je porte des Stan Smith. Non, c'est hyper confortable, mais... Tu portes quoi, toi? Des Yeezy. Ah, je te jure, je sais pas. Bon, j'allais dire que c'était de la merde. Elles sont bien. Non, elles sont bien. Ça vaut pas du tout le prix. Tu les as achetées combien? 400? Ouais, exactement. Ça douille, hein, ça pique. Ça pique, mais c'est pour rentrer un peu dans le moule, hein, tu sais. Ouais. Non, mais j'ai dit honnêtement, ça ressemble à des pantoufles. Mais en tout cas, aux États-Unis, alors pour parler, je sais qu'on va pas parler de sneakers, mais il y a un marché, un monde de chaussures. Les Air Jordan, les ci, les ça, parfois ça va à 13 000 euros, c'est 13 000 dollars, etc. Tout à l'heure, j'étais à 30, j'ai vu un truc à 39 000 euros chez Nike. C'est incroyable. Il y a un marché de, tu sais, les chaussures, on fait fondre le plastique pour les garder dans un plastique neuf, on les remet à neuf, etc. Exactement. C'est un marché vraiment fou. C'est comparable aux montres, hein, tu sais. Par exemple, ceux qui font de l'investissement et qui achètent et qui revendent, il y a maintenant des plateformes pour ça, pour les sneakers, c'est StockX, par exemple. On a la même chose pour les montres, c'est Chrono 24. C'est des plateformes où on va avoir de l'achat-vente
de montres avec une audience internationale. Ça permet de vendre à l'international, de fixer les prix qu'on veut. Par exemple, quand un modèle sort chez Rolex, on va avoir des revendeurs qui vont acheter au gros et qui vont cacher les modèles pour rarifier le modèle, comme le diamant. Ils vont sortir de temps en temps jusqu'à ce que le prix explose. Vous avez des montres qui sortent à 12 000 euros, 12 500 euros. Et qui se revendent dans le marché du gris à 33 34 000 euros. Alors, le marché du gris, ça veut dire quoi exactement? Alors, le marché du gris, c'est pas du noir, c'est pas le marché noir. D'accord. C'est pas le marché, c'est le marché de la seconde main, mais avec du neuf. D'accord. Marché de la seconde main avec du neuf. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, typiquement, tu achètes une Rolex, tu la portes jamais, elle est toute neuve, et tu la revends dans le marché. Ouais. Dans le souk. Ok. Sur Chrono 24. Ok. Ça, c'est le marché gris. D'accord. Est-ce que toi, tu fais du marché gris? Non, pas du tout. Non. Alors, tu fais quoi, toi? Moi, je suis pas adepte de ces. Moi, je fais pas ça. Pas vraiment. Moi, je suis plus un auteur. Un auteur d'articles. D'accord. Sinon, on répond plus aux demandes des gens, juste l'entourage. Si jamais il y a besoin de quelque chose, on cherche le modèle pour. Est-ce que par exemple les gens qui nous regardent, est-ce que tu serais d'accord de leur filer un coup de main s'ils ont besoin de chercher un truc, ou c'est plutôt juste la famille, etc. C'est quelque chose que tu fais entre amis et famille? Entre amis et famille, je pourrais aider, il n'y a pas de problème. Si c'est des gens qui viennent de chez moi, c'est des amis. Marhaba. Tu sais, les six followers que j'ai, c'est comme mes frères. D'ailleurs, c'est mes frères. Alright, donc revenons aux chaussures. Donc, les marques de chaussures, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu des marques qui existent, des marques d'entrée de gamme un peu quand même luxe, et des modèles les plus prestigieux? Ok, donc pour comprendre un peu le marché, on va parler juste de ce qui constitue le prix d'une chaussure. D'accord. Les chaussures, c'est fait en cuir. Donc, le cuir, ça vient de la tannerie. Donc ça, c'est la principale matière première. D'accord. Qui coûte assez cher chez les grandes marques. Par exemple, chez Weston, ils ont une tannerie qui existe depuis 100 et quelques ans, 120 ans, je pense. D'accord. Une chaussure Weston, de la tannerie jusqu'à la chaussure finie, ça dure 1 an à fabriquer. Et on a des marques qui vont aller chez des tanneries comme Weston, mais qui vont fabriquer en Espagne, pas sur place, qui ne vont pas avoir le même budget marketing, qui ne vont pas avoir le même nombre de boutiques, qui vont en ouvrir 3 ou 4, qui ne vont pas avoir les mêmes charges que Rolex, que Weston, pardon. Tu vois, Rolex, je te dis, c'est une marque de ouf. Je te dis, c'est de la bombe. C'est de la bombe, bébé. Je t'ai dit, donc c'est ça ce qui fait le prix. Donc à titre d'exemple, on a une marque française que j'apprécie particulièrement, c'est 7e largeur. D'accord. Donc vous achetez en fabrication l'équivalent de Weston, peut-être un petit peu moins bien fini. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas encore l'expertise de Weston pour les 2 tiers du prix. C'est-à-dire que ce qui coûte 620 €, le mocassin chez Weston, chez 7e largeur, ça devrait coûter dans les 320 €, 330 maximum. D'accord. Et ça reste une chaussure pour toi qui est le rapport qualité-prix très très bien. C'est très belle chaussure. Le seul truc, c'est qu'ils vont en fait, chez Weston, ils ont plusieurs formes de pieds. Chez 7e largeur, ils en ont que 2. D'accord. Mais les finitions sont les mêmes. Réguliers. Faut pas avoir des pieds bizarres. D'accord. Non, en fait, non. Ils ont une forme large et une forme un peu plus étroite. Ok. Et alors, justement, alors, ce qui s'use. Déjà, une question qui me taraude. Au Maroc, on produit beaucoup de cuir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'imposer dans le marché du cuir de luxe? Ah, ça c'est. C'est quoi un cuir de luxe? Est-ce qu'on n'a pas le savoir-faire? Est-ce qu'on n'a pas c'est ça ce qui me. C'est une manière particulière de travailler le luxe. On n'a pas les techniques qu'il faut. D'accord. C'est tout. Au Maroc, on sait faire de très très belles babouches, de très très bonne qualité. Mais on ne sait pas faire des mocassins avec un cousu Goodyear ou un cousu norvégien. Même le montage d'une babouche, c'est un montage en blake. C'est collé. C'est collé. Et ça... tu as touché à quelque chose? Non, c'est bon. Et ça, je t'ai dit, c'est le plus simple à faire. Mais on a une marque marocaine qui s'appelle Benson Shoes.
Ok. Ils font des chaussures d'assez bonne qualité. C'est pas de la merde quand même. Mais c'est un peu compliqué à développer parce qu'on n'a pas d'expertise. En France, ils ont comment on appelle ça, les compagnons du devoir. Mhm. Ça te donne des artisans exceptionnels dans chaque corps de métier. Mhm. En Angleterre, c'est une tradition de fabriquer des chaussures dans certaines régions. Et voilà. D'accord. Donc nous, on reste dans l'artisanat Voilà. de moyenne gamme, de bas de gamme. L'Italie, le nord de l'Italie, ils sont spécialistes dans les Mm. tissus de costumes, mais ils sont spécialistes aussi dans les chaussures. Oui. En Espagne, ils ont une tradition de fabrication de chaussures. Au Maroc, on sait faire des babouches parce que depuis toujours, on n'apporte Ouais, que des ouais. babouches Mm. jusqu'à ce que les Français introduisent les chaussures chez nous au Maroc. Mhm. Ouais. On fabrique Alors, un peu de la moyenne gamme, mais surtout pour l'export. ta marque de babouche préférée? Je rigole. Est-ce qu'il y a des marques? Je pense que c'est babouche, c'est... Si, il y a des marques qui commencent à se truquer, à apparaître sur Instagram. Mais Ouais. Mais et les marques débat. du style Armel, etc., qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, c'est des chaussures de moyenne bonne qualité. Ça se porte tous les jours, mais ça dure 1 an et demi. Parce D'accord. que c'est un montage en blake, parce que c'est du cuir qui va se cartonner. C'est pas du cuir qui est souple, qui a été travaillé pendant longtemps. Mhm. Et voilà, ça répond à une demande dans le marché. C'est ce que peuvent acheter la majorité des gens. Voilà, ça répond à un marché, Bien tout sûr. à fait, tout à fait. Et alors, donc tu m'avais parlé de la semelle. Alors la semelle qui a un rôle quand même important, parce que le cuir, tu m'avais dit, si tu prends soin du cuir, normalement une chaussure, ça te dure toute la vie. Oui. Et tu peux bien sûr pas dans le placard toute la vie, tu peux la porter régulièrement toute Bien la sûr. vie sans problème si tu en prends soin. Mais la semelle, une fois qu'elle est usée, un bon cordonnier peut s'occuper au Maroc. Est-ce qu'un bon cordonnier tu peux lui donner Alors, lui le cordonnier confier au tes Maroc, chaussures? il va principalement te coller une semelle dessus. Ah, c'est pas bon ça. Il va pas te la recoudre. Il va pas D'accord. te la ressemeler. Hmm. Il va venir te coller une semelle par-dessus pour que la partie qui a commencé à se décoller un peu grossisse un petit peu. Bon, Il va bricoler quoi. voilà, il va bricoler. En France, une maison comme Weston, vous redonnez vos chaussures, ils vous les ressemellent comme c'était au Comme début. si c'était Mais neuf. Il faut mettre le prix. D'accord. Il faut mettre le prix. Alors ça coûte à peu près combien pour refaire une semelle à Je Weston? pense aux alentours de 150 €. D'accord. Pas mal. Bah, Tu fais pas ça chaque année, tu fais mais ça chaque... voilà. Mais tu gardes tes chaussures, Hmm. au bout de 5 ans, tu les ressemelles, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Alors que 150 €, ça peut t'acheter une paire de Nike. Ça peut t'acheter une paire de Nike, mais ça peut pas t'acheter des Yeezy. Exactement. Mais presque, au bout de 10 ans, tu achètes des Yeezy au marché gris. Ça Ah existe ouais. déjà. Hein. Ah ouais. Ça existe déjà. Mais il y a énormément d'imitations des Yeezy. Bien sûr, bien sûr. Et je me souviens un jour, en parlant des Yeezy, un jour, comment il s'appelle le proprio, le mec Kanye West. Kanye West. Kanye West, il marchait dans un, je sais pas, c'était un concert ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, il y avait une foule autour de lui. J'imagine, il y en a tout le temps. Mais il a vu quelqu'un qui portait des fausses Yeezy. Il lui a dit, hey man, your shoes are fake. That's alright though. Tes chaussures sont fausses. Il lui dit, non, regarde, je suis un fan. Il lui a dit, non, celles-là, elles sont fausses. Mais c'est pas grave, c'est cool, c'est cool. Bah, il dit, ah, non. Parce c'est un qu'il les a bon signe reconnus. d'avoir du faux. Hein? C'est un bon signe d'avoir du faux. Ben oui, ça veut dire Bien que c'est une sûr. marque de succès, mais en Bien même sûr. temps, bon, lui, il s'y attendait, c'est sûr. C'est sûr que quand on commencera à imiter, ça reste entre nous, c'est que on sera sur on sera sur la bonne piste. Bon, alors, le dernier sujet je sais que tu as hésité un peu d'en parler, c'est le foot. On joue bien quand même, toi et moi. Surtout toi. Surtout toi. Écoute, non, tu m'avais parlé des chaussettes. Ouais, Alors, je suis tu pas un n'es expert. pas un expert. Alors, c'est pas grave. Mais est-ce que tu m'avais dit, ce qui rendait les chaussettes chères, c'était le fil écossais, c'était la matière première, on va dire. C'est la matière première principalement, bien sûr. Parce que les chaussettes, c'est que de la matière. C'est que D'accord. du tissu Ouais. qu'on porte. Donc si c'est pas une question de design, Mhm. les marques, est-ce que tu peux me citer les marques de chaussettes? Artengo. On va couper celle-là aussi. Moi, je peux te citer une parce que je m'intéresse beaucoup, c'est la Gamarelli. Mhm. C'est des chaussettes qui sont... Encore ces Italiens, ils sont partout ces Bien sûr. Italiens. Les meilleurs fabricants de tissu au monde, c'est les Italiens. Ouais. Donc, vu que la chaussette, c'est du tissu. Ouais, mais après, ils sont partout. Et c'est un tissu qui est tissé une première fois et qui est retissé encore. C'est du coton partout. qui est hyper robuste et qui est élastique en même temps.
D'accord. Donc, Ok. c'est souple, c'est parfait. Ouais. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as une paire De ça? chaussettes. Oui, bien sûr. Non, une paire de chaussettes, j'espère bien. En fil d'Écosse. Ouais. Ouais, j'en ai plusieurs Est-ce de que plusieurs couleurs. tu sens que vraiment il y a une diff? Bien sûr. Mais je porte pas ça tous les jours. Ah, tu as peur de les abîmer? Pas peur de les abîmer, c'est juste que ça va pas avec les baskets. Moi, je suis passionné de chaussures, je porte principalement des baskets. J'ai plein de paires de chaussures. J'ai plein de paires de belles chaussures. Mais je porte principalement des baskets du fait de mon travail. Parce Voilà, que, toi tu restes debout pendant des heures et des heures, tu peux pas Ah, te mais permettre... au travail, tu verrais mes chaussures, c'est des crocs. Donc c'est des sabots. Pour aller au travail, principalement des baskets parce que j'enfile ça rapidement, s'il y a une urgence ou quelque chose. Mais c'est surtout si je suis invité quelque part et surtout pour une sortie. Ouais, pour des soirées, voilà. quoi. Tu vas pas le mettre pour aller même, au boulot. même en soirée, la plupart du temps, je suis en basket. Parce que les gens n'en veulent pas la peine, ils vont pas voir la différence. Ah non, c'est non, que je vais mettre des baskets. Alors, bon. En fait, c'est pour pas trop les abîmer. Je sais que c'est pas bien de dire ça pour des chaussures, mais Ouais. c'est pour pas trop les abîmer et surtout, on est plus confortable dans le basket. Ouais. Parce Tu que- sais, en parlant de Crocs, je sais que c'est une marque qui est très riée, qui est très... Alors, le milieu professionnel, infirmier, médecin, etc., etc., ce milieu-là porte les Crocs très souvent, etc., etc. Les Scholes, je sais pas, c'est ça, Ouais, ouais. Scholes, etc. Alors, parce que c'est des gens... Birkenstock. Voilà, exactement. Parce que c'est des marques qui tiennent le coup souvent, assez longtemps et qui, surtout, voilà, sont super confortables. Mais c'est une marque qui est très, très... on se moque beaucoup des Crocs. Moi, j'en ai 2 ou 3 paires. Elles sont super confortables. Super confortables. Moi, les gens qui n'ont pas encore essayé de Crocs, je sais que c'est une marque qui n'a pas trop percé. Elle a eu beaucoup de succès. Ensuite, elle a commencé à stagner, on va dire. Mais Là, ça reprend un peu avec la mode des dad shoes qui a été lancée par Balenciaga, les triple S. On a plusieurs marques qui ont fait des chaussures horribles et qui marchent très bien. Ouais. Donc, pour Crocs, pas de raison. Crocs, il n'y a pas de raison. Moi, je les trouve super confortables. Et leur matière, ils ont une patente dessus, ce qui fait que personne ne peut leur copier leur matière. Et beaucoup de gens ont essayé. Alors, il y a même des imitations de Crocs avec le crocodile, tu sais, comme le Lacoste crocodile, comme ça, crocodile Srfan, le 7 mots, etc. Et alors, un petit truc assez intéressant avant de terminer là. Mais est-ce que tu as entendu parler de la Hallouma? Tu sais? Bien sûr, Sanda Shadram. Est-ce que tu as vu? J'en ai eu, moi. Oui, mais tout le monde Ah en ouais, a chez eu pour Balenciaga. partir à la plage. Balenciaga Ouais, qui ouais. a fait la version Balenciaga ou Gucci? Gucci. Gucci. Ouais, Alors, j'ai elle a vu. fait le truc qui coûte 400 €, quelque Bien chose sûr. comme ça. Bien sûr. Bah, maintenant, on a même Chanel qui a fait les dad sandals. Les sandales dad sandals. C'est les chaussures, enfin, c'est les sandales que ton père portait quand tu allais en voyage. Tu vois ce que c'est avec un scratch? Ah, avec deux tu scratchs sais, dessus. ouais. Bah, maintenant, tout ce qui était. En fait, on revient à la mode des années 90 et tout ce qui était un peu moche, porté par les parents qui sont un peu bof, etc., revient à la mode. Ouais. Par exemple, Balenciaga, c'est l'exemple type. On a les grosses chaussures, on a les vestes hyper mahlouline, etc., qui reviennent à la mode. Moi, je ne suis pas du tout client de ce genre d'articles. Mais ça a pour mérite de créer des tendances. Ouais. Après, bon... Ça a pour mérite de créer des baskets très confortables aussi. De créer des baskets confortables, mais moi, ce que je trouve assez fou, c'est que quand elles coûtaient 10 dirhams, personne ne va les porter. Enfin, aujourd'hui, les influenceuses, etc., elles vont pas les porter. Mais maintenant que Gucci ou peu importe des marques de luxe vont les faire exactement les mêmes et vont mettre leur petit logo dessus, ça va pas les déranger de payer 400 € et les porter en soirée, etc. Les Chanel coûtent, je crois, dans les 1800 €, un truc comme ça. Bon, il faut de tout pour Le faire un monde. S, ça coûte 770 €, quelque chose comme ça aussi. Ouais, après, c'est des prix qui ne sont pas connectés avec le réel, qui sont connectés avec le phénomène de mode. Ça, en fait, ils créent et il y a toujours une clientèle pour ce genre de choses. Une clientèle pour Hublot. Donc, toi, tu as une dent contre Hublot. Non, mais surtout les si Hublot. Hublot veut sponsoriser ce podcast, c'est quand il veut. On nous donne une Hublot chacun, je pense. On va faire un autre podcast, on va dire les Hublots, c'est les meilleurs. Ah ouais, c'est clair. Mais tu sais, le créateur. Le créateur d'Hublot est mort. Il s'appelle quelque chose Croco, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une marque qui a été créée en 82, qui était un peu en train de chuter. Le gars qui a repris Blancpain,
Bah, et qui a fait remonter Blancpain. Il a racheté Hublot aussi, il l'a fait remonter. Il a racheté Hublot. Il a créé une montre qui ressemblait à la Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Je parle de la Big Bang, la Hublot. Okay. Il a créé une montre grosse, hyper tape à l'œil, mais avec un design qui est pour moi très très beau. En soi, c'est hyper beau, mais ça vaut pas son prix. Qui a remporté le prix du design, je crois, en 2004 ou 2005. Ça lui a permis de créer une marque de toutes pièces, avec, sans historique, sans rien du tout, et qui avait beaucoup la cote jusqu'au début des années 2010. Là, ça commence à redescendre parce qu'ils ont trop poussé sur les éditions limitées, sur les collabs, etc. C'est devenu n'importe quoi, en gros. Ok. Bon, bah écoute, on va rester sur cette note un peu pessimiste. Ça, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Tu nous entends, Hublot? Tu es devenu n'importe quoi. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On va mettre fin à ce podcast. Bah écoute, c'était vraiment super sympa. J'ai beaucoup appris. Là, pour le coup, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai pas pu montrer ma science infuse, mais en tout cas vraiment c'était super intéressant et j'espère que tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Pour nous présenter, ça serait sympa que tu nous ramènes des modèles, etc., qu'on puisse. Avec plaisir. Qu'on puisse en parler. Et bien moi sûr. Bon, voilà. Merci. Ciao. À très bientôt. Au revoir. On est combien d'épisodes numéro chaud? Putain. Ça reste entre eux. Les bronzés font du Les bronzés font du ski. Numéro 7, hein, ça fait. Ouais, il est bien, il a numéro 7.